Madame le bâtonnier, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, mes chers amis, le droit, liberté et foi, grâce à votre fidèle présence, va fêter son 22e anniversaire. Droit, liberté et foi acquiert ainsi l'épaisseur du temps et s'inscrit dans la longue durée. Dans la longue durée, l'objectif que de chemin parcouru depuis cette école cathédrale que nous avons connue dans cette petite salle de réunion où nous pressions jeunes avocats pour aller entendre le cardinal Lustiger, le bâtonnier Louis de Montpétiti, Théo Klein, Paul Ricoeur et bien d'autres. Cela aussi nous amène aujourd'hui à cette maturité du droit, liberté et foi dont l'objectif des fondateurs a été de faire réfléchir les hommes et les femmes de loi aux grandes questions qui se trouvent à l'intersection du droit, de la morale, de la pratique et de la religion. Citons quelques thèmes qui ont été abordés depuis 1992, la conscience, l'histoire et le droit, rédemption et justice, le corps, les catastrophes. Au-delà de notre activité quotidienne, il est en effet impératif que magistrats et avocats, hommes et femmes de bonne volonté, dans la période de tourmente que nous traversons, approfondissent les grandes questions du temps présent. C'est dans cet esprit que nous avons choisi cette année ce thème droit et fraternité. Au regard des événements extrêmement violents que nous avons vécus, le choix de la fraternité peut paraître provoquant. Mais la fraternité exprime la voix de l'espoir à travers toutes les violences de la société. Tous les mouvements qui luttent contre le terrorisme rappellent la fraternité est le rempart contre la violence du terrorisme. La fraternité va irriguer toute notre histoire constitutionnelle et politique. Dans notre devise républicaine, la fraternité prend place aux côtés de la liberté et de l'égalité. Mais elle est difficile à définir. Et le professeur Philippe Ardant disait que pour le juriste, il y a une sorte de mystère de la fraternité. Certes, ses origines sont multiples. Retenons d'abord ses sources maçonniques issues de l'esprit des Lumières, mais il y a aussi son origine biblique et chrétienne. Le mot frère et même le mot fraternité, bien que plus rare, se lisent à toutes les pages de la Bible. Les histoires, les frères de sang et même plus loin, tout le peuple de Dieu est lié par la fraternité. Le pape François a lui-même lancé un appel dans son dernier discours concernant son traditionnel message de Noël. Régis Debray, dans un ouvrage assez remarquable qui s'appelle « Le moment de fraternité », saisit le paradoxe de cette notion. À la fois le paradoxe qui allie les lumières de l'Évangile et les lumières, le sacré et le profane. Ainsi, par sa double origine de l'esprit des Lumières et du caractère évangélique, la fraternité avait toute justice, avait tous les titres pour sous-tendre toute notre action politique et la vie de nos institutions politiques. Au cours de la Révolution française, la notion de fraternité donne une dimension humaine à l'individualisme de la Révolution française. Pour le professeur Philippe Ardant, les hommes sont libres et égaux car ils sont frères. La liberté et l'égalité ne peuvent s'épanouir que dans la fraternité. Au cours de la Révolution de 1848, ce fut la charge sociale de la fraternité qui anima le courant révolutionnaire. La Constitution du 4 novembre 1848 intégra sous la forme d'un article dans le préambule « La République française a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité ». La Constitution de 1946 rétablit le concept de fraternité disparu sous le régime de Vichy. Malgré la Constitution de 1958, reprend les termes de fraternité. Et malgré tout ce corpus juridique, malgré cette forme des règles, la notion se révèle réfractaire à entrer dans le moule du droit positif.
Mais tout a été bouleversé par l'arrêt du Conseil constitutionnel du 6 janvier 2018. Il appartiendra aux intervenants de revenir et de commencer cette décision phare, cette décision de principe, qui a jugé qu'au vu du principe de fraternité, que l'accueil des migrants, dans un souci de protection, ne pouvait constituer un délit pénal. Se fondant sur l'article 2 de la Constitution, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, le Conseil constitutionnel en a déduit que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Cette décision, sur laquelle il y a bien évidemment, on reviendra, et professeur Borgetto notamment, cette décision ouvre de larges perspectives pour la notion du principe de fraternité sur toutes les questions sociales, politiques et même internationales. Nous évoquerons au cours de notre deuxième soirée la dimension internationale du principe de fraternité, son principe universel. Nous nous interrogerons sur la question de savoir comment la notion de fraternité bouleverse les règles de la communauté internationale. La souveraineté des États est interpellée par le devoir de fraternité. L'obligation morale que la fraternité universelle impose à la communauté internationale d'intervenir là où les droits de l'homme sont menacés a fait naître déjà le droit d'ingérence, faisant céder le principe de souveraineté. On peut s'interroger sur la question de savoir si le principe de fraternité ne jouait pas le même rôle que le droit d'ingérence. Ce droit liberté et foi soulève bien des questions. Avant de donner la parole à Madame le bâtonnier, avant que Madame le bâtonnier s'exprime, je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe des Bernardins. Toute l'équipe des Bernardins qui, encore une fois, a organisé, mis en place le droit, liberté et foi. Je remercie aussi toute l'équipe du barreau et notamment Xavier Delcros qui a véritablement cette année donné beaucoup de son temps pour la réussite. Je veux citer aussi le père Jean-Baptiste Arnaud qui n'est pas là ce soir mais qui sera là la semaine prochaine. Et c'est donc dans ce contexte que j'ouvre le 22e Liberté et foi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, à titre préliminaire, de m'associer aux remerciements exprimés par Thierry Massis à toute l'équipe des Bernardins. C'est la première fois que j'interviens au Collège des Bernardins et c'est un honneur et un bonheur pour moi que cette intervention dans le cadre de Droit, Liberté et Foi. Et puis, tout simplement, également de remercier, outre toute l'équipe du Collège des Bernardins, mais aussi Thierry Massis, pour tout son investissement au nom de notre barreau depuis des années, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Chers tous, la devise « Liberté, égalité, fraternité », invoquée pour la première fois sous la Révolution française, souvent remise en cause, réapparaît lors de la Révolution de 1848, empreinte d'une dimension religieuse, et ce, avant d'être inscrite dans notre Constitution, comme le rappelait Thierry Massis, de 1958. Lors de la Révolution de 1848, les prêtres célèbrent le Christ fraternité et bénissent les arbres de la liberté qui sont alors plantés. Rappelons-nous cette pensée du père Ambroise Richer, vicaire de la paroisse. Le Christ n'a pas appris à dire « Père », il nous a appris à dire « Notre Père ». En d'autres termes, l'accueil de la paternité de Dieu doit comprendre le consentement à la communauté des frères. Dire « Notre Père » implique la conscience du développement nécessaire et simultanée d'une double relation, relation de foi à Dieu, impliquant confiance et amour dans le Dieu fidèle qui a maintenu son alliance au-delà de nos infidélités jusqu'à faire de nous ses fils et filles, relation aux frères impliquant l'oubli de soi. La devise « Liberté, égalité, fraternité » est définie comme un principe de la République.
symbole de la citoyenneté. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adopté à Paris dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, stipule « Tout être humain naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns avec les autres, envers les autres, dans un esprit de fraternité. » Il semblerait qu'au cours des 2 derniers siècles, la fraternité ait constitué un principe justificatif, un fondement direct de dispositions adoptées en matière civile, politique et sociale, telles que notamment l'accueil et la protection des étrangers, l'affirmation du droit à l'assistance, au travail et à l'instruction. Sur le plan juridique, le législateur tend à s'appuyer sur la notion de fraternité afin de faire admettre de nombreuses réformes. La fraternité devient alors un fondement du droit dans un but égalitaire. Tel fut le cas de l'institution en 1988 du revenu minimum d'insertion, plus récemment du revenu de solidarité active introduit par la loi du 21 août 2007. En instituant ces régimes sociaux, le législateur s'est expressément et concrètement référé au principe de fraternité. Dans l'ordre interne, la fraternité pose d'une part la question du contrôle des flux migratoires et des possibles mesures de protection contre l'immigration clandestine. D'autre part, celle du droit des étrangers régulièrement installés sur le sol français, confrontés à l'idéologie de préférence nationale. La question est complexe au regard de la remise en cause du modèle républicain de l'intégration fondé sur la conception même de la nation. La volonté de vivre ensemble est aussi la volonté de vivre comme l'ensemble. Ces questions opposent la communauté nationale au pluralisme culturel ou religieux et à la tolérance et ne peuvent trouver de réponse que par la reconsidération de notre conception de la fraternité. Au demeurant, c'est en consacrant la valeur constitutionnelle du principe de fraternité que, effectivement, comme le rappelait Thierry Massis, dans sa décision du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a aboli, sous certaines conditions, attention, le délit de solidarité. Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'une aide désintéressée au séjour irrégulier ne saurait être passible de poursuite au nom du principe de fraternité. Nos sages du Conseil constitutionnel ont reconnu dès lors la fraternité comme principe constitutionnel et l'ont consacré, et ce, au nom de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et en référence au préambule de la Constitution et de son article 72-3. Je cite, « Il découle de ce principe la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, affirme le Conseil constitutionnel, qui, par voie de conséquence, censure les mots « séjour irrégulier ». Dans le même temps, il prend bien soin de rappeler qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et qu'en outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Ainsi, l'aide apportée dans un but humanitaire et sans contrepartie directe ou indirecte peut être reconnue comme licite. On sent et on se sait frères, littéralement quand on est d'un même père ou d'une même mère. Dans l'histoire républicaine, c'est la patrie commune qui fondait la fraternité. Elle s'est forgée par le sang versé sur les champs de bataille de la République, depuis Valmy, les guerres révolutionnaires, puis napoléoniennes, jusqu'à la résistance à l'occupant nazi. Nulle nostalgie, bien évidemment, de ces temps terribles, mais un constat. Rien n'est venu remplacer cette fraternité du sang versé pour la patrie. L'humanitaire, si généreux soit-il, n'est pas la fraternité. Qui serait prêt à sacrifier son bien-être quotidien par humanité pour secourir Haïti, les Philippines ou la Somalie, ou même le simple SDF au coin de la rue? Car il n'est pas de vraie fraternité sans sacrifice de soi.
Et si l'intérieur supérieur de l'humanité peut bien habiter de grands esprits universalistes, comme Montesquieu ou Montaigne, une idée, si grande soit-elle, ne fait pas un sentiment. C'est pourquoi il nous faut distinguer fraternité et solidarité que l'on confond souvent, comme je viens de l'évoquer. Qu'il me soit par ailleurs d'évoquer la notion de confraternité. Pour exercer sa profession, tout avocat doit prêter serment devant la cour d'appel de son barreau. Au cours de cette cérémonie, et encore cet après-midi, nos jeunes s'engagent à respecter les principes essentiels de la profession. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Au sens éthique, l'humanité est une manière de se conduire, une forme possible du devenir de chaque homme. Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir, écrivait Jean-Jacques Rousseau en 1762 dans Émile ou de l'éducation. Humanité et humanisme désignent les vertus de l'homme lorsqu'il se montre altruiste et sociable, maîtrisé et empathique, digne et respectueux. Je crois pouvoir affirmer que la notion d'humanité contenue dans notre serment englobe celle de fraternité. Et bien sûr, la confraternité, être frère avec, constitue l'un de nos 17 principes essentiels. Sa violation peut entraîner des poursuites déontologiques ou disciplinaires, c'est dire l'importance qu'elle revêt pour nous. La confraternité, être frère, la confraternité entre avocats, mais aussi le respect de la dignité des justiciables. Vous apprécierez, je l'espère, la très belle et juste, à mon sens, définition qu'en donnent André Damien et Jacques Hamelin dans leur ouvrage de référence « Les règles de la profession d'avocat ». Tout avocat appartient à un barreau qui a son autonomie, sa discipline, sa hiérarchie, son histoire. Les avocats qui le constituent sont donc entre eux confrères et doivent tempérer par un sentiment d'union, de solidarité, d'attachement aux mêmes règles, au même idéal, les positions opposées qu'ils doivent avoir dans les conflits d'intérêts et les luttes judiciaires de leurs clients. C'est dans ce contexte également que des avocats ont constitué une association qui s'appelle La Fraternité. Je vois Carbon de 16 présent dans cette salle. Catholiques, protestants, musulmans, juifs, de toute religion, qui organisent régulièrement des réunions ensemble, et ce, après les attentats terroristes que nous avons subis. La confraternité est une illustration de la considération et de la tolérance que l'on doit porter aux autres. Si j'en crois la définition figurant dans l'ouvrage d'André Damien et d'Henri Adair, que je ne peux pas ne pas citer, afférent aux règles de la profession d'avocat, la confraternité est un principe essentiel qui impose à l'avocat de s'efforcer d'entretenir de bonnes relations avec ses confrères et à ne pas oublier la solidarité qui les unit. Gardons présent à l'esprit que les avocats luttent en faveur des plus démunis, vont à leur rencontre dans le cadre d'actions bénévoles sans distinction de leur origine et de leur sexe. L'altérité est bannie de notre serment. La fraternité, c'est cela aussi. La fraternité n'a pas de patrie. J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Une pensée de Léopold Sédar Senghor qu'il nous revient de méditer sans relâche. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais dire tout le plaisir qui est le mien de participer ce soir à cette conférence sur la fraternité, qui est vraiment un thème d'une brûlante actualité. Et j'ai consacré pas mal d'années de ma vie à la recherche sur la fraternité, et je suis vraiment extrêmement heureux et honoré que les organisateurs de cette soirée aient pensé à m'inviter. Donc vraiment, je suis vraiment très 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 content, et puis je vais essayer de, après en avoir parlé avec les organisateurs, essayer de parler de l'histoire de la fraternité, comment cette notion s'est-elle introduite dans le droit, quand, comment, et
qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle. Étant entendu que j'éviterai d'empiéter sur la communication de ma voisine, en évitant donc de parler des implications actuelles et futures de la fraternité sur le plan juridique, notamment du point de vue du juge judiciaire, du juge administratif. Alors, tout d'abord, mon intervention va s'articuler autour de 3 grands temps. Le premier temps, c'est le temps de la Révolution et de la République de 1948, premier grand temps, où la fraternité joue un rôle tout à fait capital. Le deuxième temps, c'est le temps qui va globalement de la Troisième République à la Libération, où la fraternité connaît un certain déclin au profit du principe de solidarité. Et le troisième temps, c'est le temps actuel, qui commence la Libération et qui a connu, comme on l'avait déjà rappelé, une consécration solennelle avec les décisions du Conseil constitutionnel. Alors, je voudrais d'abord commencer mon propos en reprenant une question qui a été posée par Jean-Paul Sartre dans Critique de la raison dialectique. Il pose cette question: pourquoi donc un petit pois d'une boîte de conserve serait-il dit le frère des autres petits pois de la même boîte? C'est une question intéressante parce que cette question invite à s'interroger sur ce qui fait qu'on se reconnaît à un moment donné comme frère. Ça renvoie naturellement à la question du fondement conceptuel de la fraternité. Alors, historiquement, je serai assez bref, c'est notamment la révélation judéo-chrétienne qui est à l'origine de la conceptualisation de la fraternité. Nous avons un seul Père, nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous frères. C'est la période donc, qui commence à Jésus-Christ, un peu avant, avec si on veut introduire et intégrer la révélation de Moïse. Et cette phase s'arrête à peu près au XVIIIe siècle, avec la sécularisation des idées, avec notamment le primat qui est donné à la nature. Aux environs de 1740-1750, l'idée tente à prévaloir que nous sommes frères, non pas seulement parce que nous avons un seul père, mais nous sommes frères parce que nous avons une identité de nature. C'est la mère nature qui nous rend frères. Et ça, c'est le second concept, mais jusqu'à maintenant, la notion de fraternité telle qu'elle est conçue n'a pas d'incidence particulière sur le droit. Les choses vont changer à la fin du XVIIIe siècle, et notamment avec les philosophes, avec Jean-Jacques Rousseau, qui va essayer donc de donner un nouveau concept, un nouveau fondement conceptuel à la fraternité. Et ce fondement conceptuel de la fraternité, comme l'a indiqué Madame, c'est à l'époque la patrie. La patrie, c'est une entité qui fait l'objet d'une nouvelle représentation. D'abord, c'est la mère aimante qui nourrit tous ses enfants avec son lait, etc. C'est l'image classique maternelle. Et puis également, c'est une nouvelle représentation qui fait qu'on considère de plus en plus que la patrie, c'est le lieu privilégié où règne la liberté et l'égalité. Donc c'est un discours qui se développe. Donc nous sommes libres et nous sommes égaux. Et donc, à ce moment-là, nous avons une patrie. Mais si nous avons une patrie, à ce moment-là, nous pouvons être frères. Et cette médiation patriotique, elle est parfaitement claire dans la plupart des écrits qu'on peut lire sous la plume du Chevalier de Jaucourt, sous la plume de Jean-Jacques Rousseau, sous la plume d'un certain nombre de réformateurs. Et naturellement, cette idée-là va à l'encontre du cosmopolitisme ambiant qui prévalait jusqu'alors. Donc, nous sommes libres, nous sommes égaux, nous avons une patrie, nous sommes frères. Et cette affirmation, elle est très claire au moment des fédérations, lorsque, en 1790, les Français, les participants à la fête de la Fédération du 14 juillet 90 diront « Nous jurons de demeurer unis par les liens indissolubles de la fraternité ». Et à chaque fois, dans le mouvement des fédérations, il est dit « Nous avons une patrie, donc nous sommes frères. Nous sommes libres égaux, nous avons une patrie, nous sommes frères ». Ça, c'est quelque chose de tout à fait établi quand on lit toute cette littérature. Alors, une fois qu'on a dit que nous sommes frères,
on ne peut pas ne pas en tirer un minimum de conséquences. Et donc, ces conséquences, quelles sont-elles? Eh bien, c'est des conséquences qu'on va retrouver sur le plan juridique, en matière sociale, puis en matière également d'attitude à l'égard des étrangers ou à l'égard des personnes qui sont dignes d'intérêt, pour reprendre la formule de l'époque. Alors, c'est au nom, par exemple, du principe de fraternité qu'on abolit le droit d'aubaine. Alors, je n'ai pas fait de communication, mais j'ai toutes les citations. Je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. Mais en fait, de mémoire, je vous dis, considérant que le principe de fraternité unit tous les hommes, il est impossible de maintenir le droit d'aubaine dans une nation qui reconnaît les droits de l'homme. C'est au nom du principe de fraternité également qu'on va poser le principe d'une mutualisation des dommages subis du fait de la guerre. Les dommages subis par l'un, eh bien, ça doit être pris en charge par l'ensemble de la nation. C'est le principe de fraternité qui est directement invoqué pour justifier cette socialisation du risque. C'est également au nom du principe de fraternité qu'on va reconnaître un certain nombre de droits sociaux. Alors, là, dans le discours de 1789, j'ai repéré un projet de déclaration et que je vais citer parce que il y a Monseigneur de Sinetti qui est là. Et il y a notamment, si je retrouve ma petite page, dans un projet de déclaration, le monsieur de Sinetti, il indique dans son article 5 du projet: si chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits, et si de là naît l'inégalité entre les hommes, il en résulte que les hommes ne peuvent se préserver des dangers de l'inégalité que par un lien social qui met le faible à l'abri des entreprises du fort. Ils se doivent tous des secours mutuels de fraternité qui corrigent cette inégalité. Ça, c'est une... Je ne sais pas jamais c'est un ancêtre... voilà. En tout cas, c'est un projet parmi d'autres, mais naturellement, il y a énormément de formules qui pourraient être éventuellement citées. Je cite également, en 1789, l'État n'est pas composé de différentes sociétés étrangères l'une à l'autre. Tous les Français doivent se regarder comme des véritables frères, toujours disposés à se donner mutuellement toute espèce de secours réciproque. C'est en 1789. En 91, la même chose. Tous les Français forment un peuple de frères. Ils se doivent tous des secours mutuels. Et cette affirmation va durer tout au long de la Révolution. Même au plus fort de la Révolution, en 1994, il sera indiqué par Barrère: la fraternité est douce et modeste et consiste à secourir les malheureux. Cela dit, c'était un discours qui était pour le moins discutable parce que c'était la terreur à l'époque, en 1794, et naturellement, la fraternité n'était pas aussi douce que Barrère l'indiquait. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 89, on part de l'idée que nous sommes tous frères pour justifier et légitimer un minimum de solidarité. Ça, c'est vraiment la démarche qui prévaut sous la Révolution. À la chute de Robespierre, il y a donc, je passe totalement sur le fait que dans les textes juridiques, il y a toute une série de droits sociaux qu'on reconnaît, aussi bien en 1993 que dans la législation ordinaire. Bon, je passe là-dessus. Et donc, il faut savoir qu'à la chute de Robespierre, il y a une réaction à l'égard de tous les principes qui avaient été posés par les révolutionnaires. Et donc, on nie tout droit de l'individu en matière sociale, on nie même toute obligation de la société en la matière. Dans son projet préliminaire de la Constitution de l'an 3, je me souviens que Boissy d'Anglas dira que le pauvre n'a droit qu'à la commisération du riche. Voilà, donc c'était vraiment la réaction. Et donc, tout ce qui, de près ou de loin, renvoyé à l'époque pré-94, eh bien, naturellement, était aboli. Et parmi les choses qui étaient récusées et réfutées, il y avait naturellement la fraternité. La fraternité qui était, on dira en 1814 dans un dictionnaire, on dira la fraternité, un sujet d'effroi pour l'homme vertueux. Bon, effectivement, la fraternité était associée à la terreur, était associée aux droits sociaux.
s'était associé donc à la démocratie politique. Et donc tout ça, naturellement, la fraternité n'était plus en odeur de sainteté, si j'ose dire. S'ouvre une longue période de 3 décennies à peu près, du purgatoire. La fraternité donc n'est plus du tout en odeur de sainteté, mais petit à petit, elle va renaître dans les écrits d'un certain nombre de réformateurs, voire de révolutionnaires, républicains sociaux, socialistes en fait, communistes éventuellement, qui se développent à partir des années 1830. De 1830 à 1848, c'est vraiment l'âge d'or de la fraternité. Dans tous les écrits des républicains, mais des républicains radicaux ou un peu moins radicaux, des modérés, la fraternité, elle est vraiment posée comme le principe cardinal. Dans Victor Considérant, on dira que la fraternité, c'est l'alpha et l'oméga de la science sociale. Donc, sans compter naturellement les grandes envolées lyriques de Cabet, qui dira que la fraternité, c'est le début, c'est la fin de tout, etc. Bon, donc là, il y aurait énormément de choses sur la fraternité. C'est vraiment l'âge d'or. Quand vient la République, la Révolution de 1948, la fraternité, on l'a dit, je ne vais pas trop insister, elle a été donc introduite dans la Constitution via la formule, la République a pour principe liberté, égalité, fraternité. C'est pas là, mais liberté, égalité, fraternité. Donc ça peut ressembler à l'énoncé d'une devise, mais en réalité, lorsqu'on lit les débats constitutionnels, on voit bien que dans l'esprit du constituant, il était question de dire la République a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est important parce que, dernièrement, à l'occasion de la décision du Conseil constitutionnel, certains collègues ont dit que la fraternité, ce n'était pas un principe. Donc là, c'est important de préciser que dans l'esprit du Constituant de 1948, la fraternité est un principe à part entière au même titre que la liberté et que l'égalité. Et là, donc, en 1948, c'est l'âge d'or et la fraternité est invoquée à tout bout de champ pour justifier le droit au travail, pour justifier le droit à l'assistance, pour justifier l'impôt progressif, pour justifier le droit à l'instruction. J'ai toute une série de citations, mais je vois que le temps passe et je ne voudrais pas abuser de votre attention. Donc là, c'est vraiment l'âge d'or. Et à partir de 1948, la fraternité, en 1948, elle va déboucher sur des solutions très timide, très modeste finalement, compte tenu de ce que les révolutionnaires qui étaient vraiment les héros du principe de fraternité vont devenir très minoritaires. La Constitution ne reconnaîtra non pas le droit au travail, non pas le droit à l'assistance, mais un simple engagement de pourvoir aux besoins des plus démunis. Mais c'est un engagement, donc ça engage que le constituant. Sur le plan juridique, ça n'a pas grande valeur. Et donc les dispositions législatives qui ont été adoptées au nom du principe de fraternité seront extrêmement modestes. J'en arrive à la seconde phase. La seconde phase, sous le Second Empire, la notion de fraternité n'est pas vraiment absente. Et qu'est-ce qui se passe à partir de la Troisième République ? La Troisième République, d'abord, il y a un changement total du climat idéologique et du climat scientifique, du climat sociologique, etc. D'abord, c'est sur le plan politique, la fraternité souffre d'avoir justement débouché sur des solutions très, très timides. Donc un certain nombre de réformateurs républicains qui veulent que ça change disent la fraternité, c'est pas vraiment la bonne chose. Il y a également, sur le plan politique, la difficulté d'évoquer le principe de fraternité d'une société qui commence à être vraiment traversée par des conflits de classe. Lorsque, à fourmi, on tire sur la foule, c'est difficile d'évoquer le principe de fraternité. Sur le plan politique, donc ça, c'est un petit problème. Sur également le principe, sur le plan de la philosophie et de l'univers idéologique, de l'univers mental. La Troisième République marque l'avènement du scientisme. On veut partir des faits. Et donc, on se méfie de tout ce qui peut renvoyer à l'idéal, à des droits individuels, etc. Auguste Comte dira, l'homme n'a aucun droit, il a que des devoirs. Donc, on part des faits,
Et c'est vraiment le positivisme qui commence vraiment à prévaloir. Et donc la fraternité n'était pas vraiment bien taillée pour pouvoir constituer encore un principe fondamental structurant. Et d'un même temps, à la fin du XIXe siècle, commence à se développer avec force et acuité le combat anticlérical, et la fraternité souffrait de ses origines judéo-chrétiennes. Donc ce n'était pas un principe qui était tout à fait adapté. Et donc, quel est le principe qui tente à prévaloir à ce moment-là? C'est le principe ou c'est l'idée de solidarité. Et je voudrais seulement citer ici l'extrait d'un ouvrage où on explique pourquoi la solidarité l'a emporté. C'est Alfred Croiset qui dit ceci. La fortune du mot solidarité s'explique sans peine. Si les individus ne sont que les cellules de la société, le mot par lequel les biologistes expriment l'interdépendance des cellules est celui même qui doit exprimer dorénavant l'interdépendance des individus. Les termes de justice, de charité, de fraternité ont semblé insuffisants. La fraternité même, si chère à la démocratie sentimentale de 1948, a le tort justement de n'être qu'un sentiment, et nos générations modernes, avides de sciences positives et objectives, avaient besoin d'un mot qui exprimât le caractère scientifique de la morale. Le mot solidarité, emprunté à la biologie, répondait merveilleusement à ce besoin obscur et profond. Donc vous voyez bien, donc là, la solidarité, c'est un principe qui correspond au nouvel univers mental et biologique et politique. Et il ne souffre pas, cette solidarité, de ceux dont souffre, plutôt de ceux dont est supposé souffrir la fraternité, à savoir qu'elle ne recèle pas en elle-même, dans son concept, une dimension affective et sentimentale. La solidarité, c'est notre objectif, c'est un mot d'ailleurs issu de la langue du droit. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, on va carrément renverser la problématique. On ne va plus partir de la fraternité pour déboucher sur la solidarité, mais on va partir du fait de solidarité, qui implique, alors ça c'est, je pourrais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais c'est assez compliqué, qui implique qu'on mette en œuvre une politique de solidarité via des reconnaissances de droits sociaux, via une politique de mutualisation des risques, etc., notamment sous l'égide de Léon Bourgeois sur le plan politique, de Léon Duguy sur le plan juridique, de Durkheim sur le plan de la sociologie. Donc ça suppose qu'on mette en œuvre une politique de solidarité, et à ce moment-là, si cette politique est tout à fait dynamique, eh bien, on pourra atteindre la fraternité. C'est ce que Bourgeois, d'ailleurs, dit dans un de ses ouvrages. Il dit ceci. Il ne s'agit pas de rayer quelque chose de la formule donnée par la Révolution française. Nous ne voulons nullement faire disparaître les mots liberté, égalité, fraternité du fronton de nos édifices. Nous les maintenons énergiquement. Nos observations tendent simplement à modifier l'ordre de ces trois termes. La solidarité est le fait premier, antérieur à toute organisation sociale. Elle est en même temps la raison d'être de la fraternité. C'est par elle qu'il faut commencer. Donc vous voyez bien que la fraternité n'est pas totalement évacuée du champ politique. Mais là où elle était un point de départ, elle devient maintenant un point d'arrivée. J'en arrive au troisième temps. Et donc, encore une fois, on refusait les droits, etc. Donc j'arrive au troisième temps qui commence, de mon point de vue, à la libération. À la libération suite à la Seconde Guerre mondiale, à l'Holocauste, etc. Il n'est plus possible de dire, comme on disait du temps de la pensée scientiste, que l'homme n'a plus de droits. On reconnaît le caractère imprescriptible, inaliénable des droits qui appartiennent à chaque individu. Donc ça, on reprend l'idéalisme de la Révolution française et de la Révolution de 1948. Mais en même temps,
on reprend également le réalisme sociologique de la Troisième République en disant que ces droits doivent naturellement ne pas être uniquement des droits formels, ils doivent s'inscrire dans la réalité sociale. Ces droits doivent être ceux de ce qu'on appelait l'homme situé. Et donc, là, à partir de la Libération, la devise républicaine est restaurée. Hein. On a plus travail, famille, patrie, on a à nouveau liberté, égalité, fraternité. Elle figure dans la Constitution de 1946. Elle sera reproduite naturellement dans la Constitution de 1958. Et en même temps qu'elle figure en tant que devise, il est fait référence, notamment à l'égard de la communauté française, au principe de fraternité, à l'idéal de fraternité. Pas au principe, à l'idéal de fraternité. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que la fraternité est restaurée dans son rôle de quelque sorte de principe matriciel. Principe matriciel du droit et de l'organisation politique. Principe qui, de mon point de vue, a deux grands volets. Il y a un volet sur le plan civil et sur le plan de vouloir vivre ensemble. C'est-à-dire que si jamais je suis le frère de l'autre, je ne peux pas lui faire grief de sa naissance, de son origine, de sa religion, etc. Donc, d'ailleurs, dans les lois, les premières lois qui condamnent les injures racistes en 1972, la fraternité sera invoquée à tout bout de champ. Et puis, ça, c'est le volet civil. Hein, bon, vouloir vivre ensemble. Et puis, il y a un volet social où la fraternité, en tant que principe matriciel, implique le principe de solidarité. Si jamais je suis frère, eh bien forcément, l'autre, je dois être solidaire de l'autre. Puis en même temps, il y a une partie de la fraternité qui s'autonomise par rapport à la solidarité. L'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple du RMI, qui est tout à fait remarquable. Le fondement, quand on lit les débats parlementaires, le fondement de l'allocation du RMI, ce n'est pas la fraternité, c'est le principe de solidarité. Mais en revanche, la fraternité, elle intervient, non pas pour justifier le droit à l'allocation, mais pour justifier le devoir d'insertion qui pèse sur la collectivité. En gros, l'idée, c'est que si jamais celui-ci qui est dans l'embarras, dans la misère, est mon frère, je ne peux pas me contenter de lui donner l'allocation. Je dois tout mettre en œuvre, moi, société, pour l'élever, pour le sortir de sa situation et pour l'élever jusqu'à moi. Et ça, c'est parfaitement clair et parfaitement bien exprimé dans les débats parlementaires de 1988. Donc, ce qui est important, c'est que à l'heure actuelle, donc, ce principe de fraternité a plusieurs volets, un volet civil et politique, et puis un volet également donc social. Alors, j'en arrive pour terminer, parce que je ne sais pas, j'ai dépassé mon temps, non? C'est bon, je suis dans les temps ou pas? Oui. On m'avait donné une demi-heure, c'est bon, vous m'arrêtez, jamais je dépasse. Hein. Oui, alors donc, pour la décision du Conseil constitutionnel, il se trouve qu'en 2003, il y avait eu un grand colloque réunissant toutes les cours constitutionnelles ayant en commun la langue française. Et le thème, donc, ça réunissait toutes les cours donc, ayant le français en commun. Donc, il y avait aussi bien des pays d'Afrique, du Maghreb, d'Afrique noire, le Canada, etc., etc. Et le thème de ce colloque, c'était la fraternité. Et chaque conseil constitutionnel était censé rédiger un rapport. Et le Conseil constitutionnel, donc, a fait un rapport. Et dans ce rapport, c'est moi qui l'avais fait, en fait, mais c'est le Conseil constitutionnel qui avait validé le rapport. C'est ça qui est important, que moi, que j'écrive, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est que le Conseil avait validé le rapport. Et dans ce Conseil, il y avait exactement ce que je vous dis, à savoir que le principe de fraternité, c'est un principe de valeur constitutionnelle, via la présence de la devise républicaine dans la Constitution. C'est un principe qui avait deux volets, exactement. Et donc, lorsque la question a été posée au Conseil constitutionnel par un avocat particulièrement perspicace, M. Spinozzi, je pense, à ce moment-là, naturellement, le Conseil constitutionnel était
aurait eu des difficultés à revenir sur le rapport qu'il avait validé en 2003. Et donc, la formule qui a été retenue, c'est une formule limpide. La devise est dans la Constitution. Il en découle que le principe de fraternité a valeur constitutionnelle. Et donc, c'est vraiment... Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelles seront les conséquences, les implications du juge ordinaire, donc aussi bien le juge civil, pénal qu'administratif, et quelles seront également les conséquences qu'on pourra en tirer également de la part du juge constitutionnel. Alors, c'est important parce que dernièrement, il y a une décision du Conseil constitutionnel très récente, en date du 27 septembre 2019, une décision QPC. Il s'agissait essentiellement de voir si les dispositions concernant les emplacements réservés aux voyageurs, aux nomades, etc., étaient contraires ou pas au principe de fraternité. Et donc, c'est intéressant de noter, c'est que là, l'avocat a mis à nouveau en avant le principe de fraternité. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu, n'a pas vraiment discuté la question, mais il a dit à la fin que les dispositions contestées n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique et ne méconnaissent pas non plus le principe de fraternité ni aucun. Donc, encore une fois, là, c'est important parce que le Conseil constitutionnel a fait référence à nouveau au principe de fraternité. Alors, sur les conséquences pratiques, je ne veux pas trop déborder parce que je ne voudrais pas empiéter sur votre propos, mais il faut bien voir que je ne pense pas qu'il va y avoir énormément d'implications. Je pense qu'il en ira du principe de fraternité comme il en est allé du principe de sauvegarde de la dignité humaine, à savoir que c'est un principe fondamental sur le plan symbolique très fort. Mais je ne pense pas d'ailleurs en plus que ça serait rendre service à la fraternité que d'utiliser à tout bout de champ et de le faire jouer, ce principe, pour justifier tout et n'importe quoi. Parce que ça serait vraiment, à ce moment-là, une occasion idéale pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont critiqué à fond la décision du Conseil constitutionnel pour dire, voyez bien, on est en plein délire, c'est n'importe quoi. Quand la décision a été rendue, une collègue que je ne citerai pas, professeur de droit, pour laquelle j'ai de l'estime, néanmoins, avait intitulé son éditorial « Coup d'État constitutionnel », quand même. Donc, c'est aussi pour vous dire qu'il y a énormément de personnes qui sont encore très réticentes à l'égard de la position du juge constitutionnel. Donc, ça ne me semblerait pas une bonne politique que de mettre en avant le principe de fraternité pour justifier des choses. Donc, quand il est sur le terrain civil, le terrain des étrangers, etc., il est sur un terrain solide, sur le terrain de l'hétérophobie, la xénophobie. Là, il est inattaquable. Il faut faire attention à pas trop Et donc, sur le plan social, c'est pareil. Je ne vois pas énormément de cas dans lesquels le principe de fraternité pourrait être utilement invoqué à l'encontre d'un texte de loi ou pour... Mais bon, voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop long. Et donc, voilà. Donc, je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, quand vous êtes venu me voir pour me proposer de parler ce soir, je dois vous dire que j'ai été tout de suite enthousiaste, et je vous l'ai dit. Enthousiaste parce que c'est extraordinaire de parler là. Mais en revanche, ça je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas du tout été enthousiaste du sujet. Parce que je me suis dit que là, vraiment, là, ça ne me convenait pas du tout. Je trouvais ça extrêmement fumeux. Et puis, je trouvais que ça correspondait très bien à d'éminents publicistes, à des gens qui réfléchissaient, à des gens qui pensaient, mais sûrement pas à un praticien comme moi, surtout au surplus de la matière pénale, où on ne rencontre pas toujours le maximum de fraternité, ni dans les comportements de nos clients, ni dans parfois l'attitude des juges. Et donc je me suis dit que c'était... je restais enthousiaste, mais qu'il allait falloir que je trouve un peu quoi dire et comment le dire, et j'étais un peu perplexe. Et puis, plus j'ai travaillé
ce sujet et cette question, plus j'ai été enthousiaste du sujet, au point d'en être encore plus enthousiaste que du fait simplement de parler ici. Et j'ai trouvé que ce principe de fraternité, aujourd'hui consacré, était pas du tout fumeux, contrairement à ce que je croyais, dans les relations individuelles, dans le droit privé, dans le droit positif actuel, mais au contraire profondément irriguant et fondateur. C'est d'ailleurs très intéressant de penser que dès 1789 ou 10, Robespierre pensait à l'intégrer à égalité avec justement les principes d'égalité et de liberté. Et si on peut penser que lui avait peut-être quelques problèmes, comme ça a déjà été dit, avec la réalité de la fraternité, il est certain que son idéal était grand et que cela veut bien dire que dès cette date, la question se posait de savoir comment nous pouvions nous reposer dessus sur le plan de toute notre société. La fraternité, d'après le dictionnaire Robert, parce que comme je n'étais pas inspirée au départ, j'ai été vers les bases, la fraternité, c'est le lien existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine, sentiment profond de ce lien. C'est large. Il y a toutes sortes de familles. Il y a une seule notion de fraternité qui découle et qui recoupe un peu la notion d'humanité. Et puis, il y a ces applications que nous vivons, nous, dans le droit positif privé français. Quelles sont-elles ? Il nous a été dit que cela venait des Lumières, de la Révolution et à égalité du sentiment religieux de la religion. Je crois quand même qu'il faut remettre les choses à leur place et que c'est venu d'abord de la religion. La fraternité, oui, c'est la Bible avec à toutes les pages les frères qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, qui se tuent ou qui se serrent les coudes. Et la fraternité est définie quand même par le Christ, à mon avis. C'est intéressant de parler avant vous, Monseigneur, de cette question. Et donc la fraternité est définie par le Christ quand le docteur de la loi, qui est peut-être un professeur de droit, vient lui demander ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle et que le Christ répond par la parabole du bon samaritain. Là, on a un exemple très précis de fraternité. Et c'est cette fraternité-là qui, aujourd'hui, est quand même à l'épreuve de notre droit, de nos relations. Et c'est cette fraternité-là dont, aujourd'hui, il faut que nous nous demandions est-ce qu'elle existe vraiment en droit positif et de quelle manière ? C'est par définition une notion subjective que cette fraternité, qui dépend de la société dans laquelle on est, de l'appréciation que l'on porte sur elle, du regard que l'on porte sur ses frères, de la manière que l'on a de vivre en commun. Et donc, par définition, il est de plus en plus difficile à notre époque, qui est une époque magnifique de mélange, d'ouverture, de changement, de mouvement, que de savoir exactement ce que, dans notre pays, en ce moment, cela veut dire pour nous. Et quel sens, si on est juge, on doit mettre sous cette notion. L'internationalisation du droit, pour cela, ne rend pas forcément les choses faciles. Pas plus que le développement des moyens de communication et également le développement, du coup, qui est presque le corollaire, des communautarismes, des individualismes, des toutes petites structures qui ont leur propre notion de ce qu'est la fraternité. Et c'est peut-être à cause de cela qu'on a besoin de plus en parler. Et c'est peut-être à cause de cela aussi que le Conseil constitutionnel a dû sacraliser cette notion et l'écrire, ce qui n'avait pas encore été fait depuis l'origine. Or, Machiavel disait que les lois naissent quand les vertus meurent. Et il y a un côté un peu pessimiste qui serait de se dire c'est parce qu'il y a de moins en moins de fraternité qu'on est forcé de l'écrire et d'en parler. Ou alors il y a le côté optimiste qui est que simplement nous avons aujourd'hui plus conscience de nos racines, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, et du coup, nous le posons. Quoi qu'il en soit, même avant que le Conseil constitutionnel n'a consacré cette notion, la fraternité est une règle, à mon avis, un principe transversal qui a irrigué tout notre système judiciaire. Je vais prendre comme premier exemple la bonne foi contractuelle.
La bonne foi contractuelle, c'est quelque chose d'autre que l'égalité, c'est quelque chose d'autre que la liberté, c'est quelque chose qui est simplement le respect de l'autre, donc cette fraternité. Oui, il faut être de bonne foi. On agit loyalement face à l'autre. Et si ce principe est reconnu dès le Code civil et existait avant déjà, la jurisprudence au fur et à mesure l'a de plus en plus affirmé, au point récemment que nous ayons connu des arrêts qui ne sanctionnent pas seulement un comportement de mauvaise foi, mais imposent aux parties une attitude d'entraide contractuelle. Je cite Madame le professeur Porchy-Simon. Et une renégociation du contrat quand le contrat apparaît comme trop déséquilibré. Donc ce n'est pas simplement non, le contrat est nul, ce n'est pas simplement le juge qui tranche, c'est le juge qui dit bien vous allez renégocier. Et je cite toujours Madame le professeur Porchy-Simon, ce mouvement est amplifié par une doctrine qui prône la reconnaissance en droit positif d'un véritable principe de fraternité contractuelle reposant sur la théorie du solidarisme. Elle dit que l'exigence apparaît un peu excessive et qu'il faudrait peut-être que l'exigence de bonne foi se limite à imposer un égoïsme tempéré. Si on s'interroge là-dessus, c'est bien qu'aujourd'hui, cette notion de fraternité nous est particulièrement essentielle. Et je pense qu'on la retrouve également dans tous les régimes de protection, qui sont les régimes de protection des parties que l'on pense faibles ou qui sont objectivement faibles. Le consommateur, le locataire, le salarié. Et plus loin que ça encore, je me demande si dans chaque rupture, parfois les dommages d'intérêt qui sont attribués ne correspondent pas à cette exigence de fraternité, plus qu'à simplement un rééquilibrage mathématique. Je pensais par là aux ruptures familiales, au divorce, à la prestation compensatoire. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'application d'un principe de fraternité, plus que dans un principe simplement de logique économique? Il y a aussi toutes les sanctions des abus de puissance économique, la protection méticuleuse du consentement, la chasse aux clauses abusives, la chasse aux abus de droit, et puis très récemment, le développement des tentatives de médiation au point qu'elles soient devenues obligatoires et que l'on ne peut plus assigner sur le plan civil sans avoir auparavant opéré une tentative de médiation. Tentative de médiation dont on peut se dire que dans une société qui est de plus en plus communicante, mais où les gens se parlent de moins en moins, elle devient indispensable. Il faut donc que la fraternité puisse s'exercer, puisse exister, puisse avoir une concrétisation réelle avant que le juge ne tranche. Et puis, il y a également les lois, comme la loi Guesso, qui parlent de sentiments. L'incitation à la haine est condamnée. Si on condamne l'incitation à la haine, c'est bien que l'on s'appuie sur l'existence d'une fraternité nécessaire, puisque la haine est un sentiment, elle s'appuie aussi sur cette fraternité, c'est sa réciproque, son versant noir, sur cette fraternité qui doit exister. Dans la fonction de juger elle-même, le juge lui-même ne peut réellement juger que s'il est imbibé par l'existence de ce principe. Et ce n'est pas parce qu'il est plus difficile de le qualifier que des principes plus quantifiables, que pour autant, il n'existe pas. Je me rappelle un très bon juge, extrêmement répressif pourtant, comme quoi on peut trouver un juge bon même quand il est répressif et même quand on est avocat. Un très bon juge qui, un jour, devant un prévenu tout à fait paniqué à la barre, a fini par lui dire « Écoutez, monsieur, rendez-vous compte quand même que le tribunal sait qu'il pourrait être à votre place. » Et là, c'était magnifique. Et là, je me suis dit que la peine serait ce qu'elle serait, mais qu'au moins, il y avait eu cette rencontre. Et cette rencontre-là, c'était ce lien fraternel qui existait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce que les deux hommes l'un en face de l'autre étaient de la même nature, même si le cours de la vie les avait les présentait à l'instant de manière opposée. Il y a eu des tentatives de peine planchée qui ont été
décidées par certaines lois, des peines planchers qui ont été pourtant validées par le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel a vérifié dans sa validation, a appuyé le fait que le juge gardait malgré tout une liberté d'appréciation, que ces peines planchers pouvaient, dans des cas listés, mais pouvaient quand même permettre qu'il y ait quelque chose de prononcé en dessous du plancher et que ces peines n'existaient que dans des cas qui étaient particulièrement graves. Il y avait donc cette sorte d'infraction à la fraternité humaine qui était encadrée et protégée, qui n'était pas quelque chose de déclaré comme facile. On pouvait sans problème faire des lois qui disaient qu'il y aurait des peines planchers. Non, ce n'était pas vrai. Le Conseil constitutionnel veillait à ce que ce ne puisse exister que dans des cas très délimités et dès lors que le juge gardait son pouvoir en réalité d'être humain. D'ailleurs, ces peines planchers ont eu suffisamment peu de succès pour qu'elles soient supprimées par des lois plus tard. La fraternité, c'est sans doute ce qui empêche qu'on puisse un jour avoir réellement, en tout cas en France, une justice prédictive. Ce serait l'inverse de l'exercice de la fraternité et ce serait extrêmement dangereux. Être fraternel pour le juge, c'est pas seulement se référer aux principes constitutionnels, parce qu'effectivement, parfois, il ne faut pas user les principes à force de trop les utiliser. Ça peut être simplement les utiliser sans en parler. Et on peut penser au bon juge Magnot et à l'état de nécessité. Nous nous le rappelons tous, cette décision de 1898, avec à l'égard de cette femme de 22 ans qui élevait seule son fils de 2 ans, qui avait le droit à un gros pain qu'elle avait déjà mangé. Cela faisait 36 heures qu'il n'y avait plus rien chez elle. Et elle a été pour sa mère, pour son fils et pour elle, mais d'abord certainement pour son fils, chercher dans la boulangerie de son cousin, sans le payer, un autre gros pain, étant donné qu'elle avait fini le précédent. Et l'arrêt du juge Magnot est intéressant à rappeler, parce que pour moi, il est justement irrigué de tout ce principe qu'il faudra encore attendre 120 ans pour que le Conseil constitutionnel en parle. Attendu que la fille M, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique du boulanger P, qu'elle exprime très sincèrement ses regrets de s'être laissée aller à commettre cet acte. Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de 2 ans, pour lequel personne ne lui vient en aide, et que depuis un certain temps elle est sans travail malgré ses recherches pour s'en procurer. Attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P, elle n'avait pas d'argent, et que le denrée qu'elle avait reçu était épuisé depuis 36 heures, que ni elle ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l'enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison. Qu'il est regrettable que dans une société bien organisée, un membre de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute, que lorsqu'une pareille situation se présente et qu'elle est, comme pour la fille M, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. On a rarement fait plus beau en matière de fraternité, et je pense que ceci irrigue en fait, sans que nous le sachions, sans que nous en ayons pleinement conscience, chacune des décisions qui peut être rendue en matière pénale quand le juge qui se pose avec le regard fraternel qu'il doit avoir sur l'homme qu'il doit juger. Cette fraternité existe aussi dans les relations entre professionnels de la justice. Madame Le Bâtonnier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans la confraternité qui est celle qui existe entre les avocats et que Monsieur Le Bâtonnier, Henri Adair, définissait comme ce sentiment qui s'apparente à un sentiment familial et qui doit animer le comportement professionnel de chaque membre du barreau. C'est un de nos principes essentiels. Cette confraternité doit également exister entre les professionnels de la justice et aujourd'hui, on peut regretter qu'elle soit en apparence de plus en plus rare ou de plus en plus ténue, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'opposition entre les magistrats et les avocats. On peut regretter que dans notre nouveau tribunal, qui est beaucoup plus beau que tout ce qu'on pouvait imaginer avant et beaucoup moins critiquable que ce qu'on pouvait critiquer avant qu'il ne soit construit,
on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas de lieu pour que les avocats et les juges se croisent, se voient et vivent cette fraternité qui est essentielle à notre monde. On peut se demander si, alors que nous sommes frères, nous ne sommes pas séparés dès le sein maternel, ce qui cause les problèmes, par nos écoles différentes, et s'il ne faudrait pas créer plus de liens dès ce moment-là. Et on peut constater que dans d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Angleterre, où les liens fraternels entre différents acteurs de la justice existent depuis l'origine et tout au long de leur formation, et bien justement, le fait que ça fonctionne mieux entre eux plus tard n'est pas une source à la fois de bon droit, de sérénité, de bonne justice, et s'il ne faudrait pas, nous, que dès l'origine, dès que nous sommes en train de finir nos études, nous soyons plus appelés à travailler entre nous. Ce principe de fraternité, qui existe donc, comme je l'ai dit, très profondément dans notre droit positif et notre droit privé, est pour autant bien évidemment limité. Si le Conseil constitutionnel a limité la portée du délit dit de solidarité, il reste qu'il est possible de sanctionner l'aide à l'entrée irrégulière, même quand elle est motivée par un but humanitaire. Il y a des lois et des articles du Code pénal qui sont des infractions manifestes au principe de fraternité. Par exemple, l'exemption ou la réduction de peine qui nécessite que pour en bénéficier, il y ait eu un dénonciateur qui ait dénoncé des faits qui existent, bien sûr, mais enfin qu'il ait dénoncé pour pouvoir bénéficier de cette réduction de peine. On peut se dire que c'est un manquement évident à la fraternité. Sans doute, ce manquement est-il nécessité par le fait qu'il y a un encouragement comme ça à une baisse des délits, et ce n'arrive évidemment, cette obligation de dénonciation n'est que dans les délits les plus graves. Mais dans le même domaine, la non-dénonciation de crimes est une atteinte à la fraternité, comme cette non-dénonciation de crime n'est un délit que si le crime est en train d'être commis ou s'il risque d'être commis, comme il y a des exemptions et des immunités qui sont les immunités familiales et les immunités dues aux personnes qui détiennent un secret. Là, on peut se dire de la même manière que cette infraction à la fraternité est justifiée. En revanche, je me dis, moi, que l'obligation de dénoncer les crimes ou délits commis sur des mineurs ou des personnes vulnérables, qui aujourd'hui soucient tellement toutes les communautés, notamment religieuses, alors qu'elles ne sont pas plus la proie de crimes ou de délits de ce type que toutes les communautés dans leur ensemble, civiles, laïques, etc. Mais que ces fraternités-là sont très marquées par ce devoir de dénonciation, très angoissées par ce devoir de dénonciation qui peut conduire à des situations absurdes, ou que dès que quelqu'un fait l'objet de n'importe quel corbeau malfaisant, il se retrouve immédiatement cloué au pilori. Je me demande si là, il n'y aurait pas quand même une sorte de raison qu'il faudrait garder, et qu'en réfléchissant ensemble à ce principe de fraternité, on ne pourrait pas aussi réfléchir à la manière dont ce principe doit s'exercer également en droit pénal. Également quand il s'agit de victimes évidemment particulièrement faibles et de crimes évidemment les plus graves. Il y a eu les grandes campagnes Balance ton port. On peut dire que ces campagnes Balance ton port, c'était dû à la nécessité pour les femmes justement de vivre une fraternité et de se serrer les coudes. Il y a aussi terriblement dans ces campagnes d'ostracisme, de personnes qui sont clouées au pilori, de division, parfois simplement de division entre les sexes, de honte qui sont portées sur l'un ou sur l'autre. Est-ce que la fraternité ne nous permettrait pas de nous défendre et de lutter contre toute cette délinquance sans pour autant arriver dans ces situations où chacun se croit investi d'abord d'une mission de justicier avant de porter sur l'autre un regard de charité? On peut donner beaucoup de sens au mot fraternité. L'attitude de Robespierre l'a montré. Je crois qu'au fond de nous, nous savons tous ce que nous voulons, ce que nous pouvons
mettre sous ce mot. Et je crois qu'il est très important que nous, juristes, nous l'ayons toujours à cœur et au cœur pour que dans notre société, il progresse. Je suis bien embarrassé de prendre la parole devant vous, d'abord parce que le sujet comporte un mot, droit, qui a toujours été pour moi non pas un mot étrange, mais qui ne me rappelle pas que des bons souvenirs. Rassurez-vous, je n'ai pas à me confesser devant vous ce soir d'un casier judiciaire ou de méfaits jusqu'alors inconnus, mais ma seule expérience en termes de droit fut de passer 2 années de suite, quelques semaines dans le grand amphi de Paris 2 à Sas, avant de m'apercevoir à chaque fois que manifestement je m'étais trompé de route. Et me voici donc ce soir à côté du bâtonnier, d'un avocat et d'un professeur de droit. Alors avec ça, me direz-vous, heureusement le droit est sauvé pour moi par la fraternité, qui est, ma foi, un sujet un peu plus familier. Alors, voilà. J'ai aussi la joie d'avoir découvert un peu plus, de manière incarnée, ce que c'est que le droit, en ayant été pendant 11 ans aumônier des étudiants de cette même université qui m'avait chassé quelques années plus tôt. Et donc de pouvoir mesurer combien le droit peut s'incarner dans des jeunes gens qui cherchent à mener une vie au service de leurs frères et au service de la justice, ce qui m'a, ma foi, un peu réconcilié avec ce domaine. Le 13 mai 1871, Rimbaud écrit à son ami Georges Isambard cette phrase bien connue : « C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots, « je » est un autre. Commence alors pour le jeune poète un chemin d'apprentissage et de découverte de soi en s'affranchissant, pour autant que cela soit humainement possible, de toutes les conventions. Qui de nous n'a pas été saisi de vertige face à lui-même, contemplant par exemple dans le miroir le reflet d'un visage qu'il ne reconnaît pas, se regardant poser des actes qu'il rejette au fond de sa conscience ou découvrant les conséquences bienfaisantes d'un geste pourtant vécu comme anodin. Ce que l'apôtre Paul résume dans cette phrase : « Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Évoquer la question de la fraternité ce soir, c'est accepter de regarder en face une aspiration profonde et, pourquoi pas, de reconnaître ensemble combien nous sommes pauvres et démunis devant cet immense défi. Lorsque le docteur de la loi, décidément, maître, chère Solange, les docteurs de la loi sont friands de paroles de Jésus. Peut-être d'ailleurs comme les professeurs de droit, mais ça, je laisse à chacun. Lorsque le docteur de la loi, donc, interroge Jésus en lui disant « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Il s'entend répondre ces 2 paroles successives et pourtant parfaitement semblables. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ainsi donc, la réponse du légiste ou la réponse au légiste se situe dans la bouche de Jésus sur le plan du droit, au sens le plus élevé. Il n'est pas simplement souhaitable ou conseillé ou recommandé d'aimer son prochain. Cela ne relève pas du sentiment ou de l'affectivité de nos sens. Il ne s'agit pas de pouvoir aimer, mais de devoir aimer. La fraternité, dans ses fondements évangéliques et donc bibliques, est bel et bien un devoir, une loi. Alors, 20 siècles plus tard, comme en écho lointain et providentiel, le Conseil constitutionnel ne dit finalement rien d'autre.
Contrairement à la liberté et à l'égalité, la fraternité, pour beaucoup, et cela a été rappelé précédemment, ne semblait pas appartenir au droit, ni en découler au sens strict. Elle était plutôt perçue comme relevant de la morale ou de la philosophie, pour ne pas dire de la rêverie romantique. Mais les sages, dans leur arrêt, énoncent clairement qu'au nom même de ce principe, à valeur constitutionnelle, érigé dans notre République comme principe suprême, la liberté d'aider autrui, je les cite, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, ne saurait être punie par la loi. Il n'est pas neutre que cette décision intervienne en ces temps-ci, à l'heure où la fraternité dans notre société semble profondément remise en cause par la mise en exergue de revendications de droits particuliers au détriment d'une défense du bien commun. À un moment de notre histoire où ce qui s'est bâti depuis la libération, on le rappelait aussi, développement de l'aide sociale, politique de solidarité entre les générations, tout cela semble battu en brèche par un individualisme qui désespère toute action collective. En fait, le grand paradoxe de notre temps, me semble-t-il, tient dans ce commandement commercial, celui-là, édicté avec autorité, « aime-toi plus que tout », et dans cette aspiration profonde qui habite le cœur de l'homme, désirer aimer autrui. Nos constitutions, souvent proclamées dans les grandes heures d'euphorie de notre histoire récente, la Révolution de 89, celle de 48, la libération de la France, portent bien sûr le souffle du désir de bonheur et de justice qui jaillit lorsque semble s'ouvrir une page nouvelle, optimiste, magnifique de notre vie commune. La difficulté n'est pas de voter des textes dans l'enthousiasme du moment, mais de les incarner dans les faits et dans le temps. Le petit garçon de 12 ans que j'étais alors, le 1er juin 1980, au Bourget, entendit, comme beaucoup d'autres Français, le pape Jean-Paul II prononcer ces paroles. Je le cite donc. « On sait la place que l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité tient dans votre culture, dans votre histoire. Au fond, ce sont des idées chrétiennes. Je le dis en ayant bien conscience que ceux qui ont formulé ainsi, les premiers, cet idéal, ne se référaient pas à l'alliance de l'homme avec la sagesse éternelle, mais ils voulaient agir pour l'homme. Il faut se réjouir que l'Évangile puisse féconder ainsi la société. Vous l'évoquiez tout à l'heure à propos de ce jugement pour le vol d'un pain. Sans doute, d'une manière inconsciente, était-il inspiré par les paroles prononcées quelques siècles plus tôt par saint Thomas d'Aquin, qui jugeait, je ne citerai pas de mémoire, mais qui jugeait licite le fait de pouvoir, pour se nourrir et ne pas mourir de faim, prendre ce qu'on ne pouvait acheter. Il est étonnant de constater toutefois combien le terme de fraternité embarrasse aujourd'hui souvent aussi bien les chrétiens que les laïcs, les uns comme les autres. Autre paradoxe, mais vous nous en avez expliqué les raisons, monsieur le professeur, préfèrent le remplacer par celui de solidarité, jugé plus administratif peut-être, plus scientifique aussi, ou en tout cas moins porteur d'affect. Comme le relève Alfred Grosser dans un article de La Croix en 1996, à propos de la venue du pape polonais à Tours, il y a évidemment une proximité profonde entre ce que dit la charte républicaine, qu'est le préambule de 1946, et ce qu'énoncera le Concile Vatican II dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes en 1965. Le texte conciliaire précise en effet, je le cite, « Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit sociale ou culturelle, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée et éliminée comme contraire au dessein de Dieu. En vérité, il est affligeant de constater que ces droits fondamentaux de la personne ne sont pas encore partout garantis. » La fraternité
est, pour le baptisé, le lieu de sa réconciliation avec lui-même et avec Dieu. Elle vient en effet comme une réponse aux deux questions primordiales par lesquelles s'ouvrent les Écritures. La première, lorsqu'après s'être cru l'égal de son Créateur, l'homme, homme et femme, se cache devant lui et l'entend murmurer « Où es-tu » dans le jardin de la Genèse. La seconde, lorsque le premier fils, après avoir tué son frère, est interpellé par le Seigneur avec ces mots « Où est ton frère ?» Par la première de ces questions, « Où es-tu ?», le croyant est invité à reconnaître que sa vie est précieuse aux yeux de son Père. Par la seconde, « Où est ton frère ?», il prend conscience que l'autre est un frère, dont la vie a le même prix aux yeux du même Père. Ainsi, l'amour de soi, commandement biblique, trouve sa vérité dans la reconnaissance d'un amour originel que tous sont appelés à découvrir et duquel nul ne peut se sentir exclu. C'est l'absolue égalité de chacun avec tous, devant l'amour dont Dieu aime l'homme, qui donne aux croyants la liberté d'aimer à son tour et d'entrer par là même en fraternité avec son prochain. Bien sûr, le Conseil constitutionnel ne parle pas d'amour, il ne prononce pas le mot, mais il dit quand même ceci. Il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Là encore, il y a comme un écho, et plus encore, avec les paroles de Jean-Paul II à Tours en 1996, reprenant le passage du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, lorsque le pape appelle à reconnaître et accueillir un frère dans le pauvre qui meurt de froid à la porte de la ville, dans l'étranger qui frappe à notre porte. Et en venant jusqu'ici, comme un certain nombre d'entre vous, je ne pouvais pas ne pas songer avec tristesse et désarroi à la manière dont, en ces jours même, on se propose de traiter de manière distincte ces pauvres dont je viens d'évoquer l'existence, qui errent dans le nord de Paris sans refuge et sans toit, et pour lesquels les forces de police reçoivent les consignes les plus strictes de ne pas les laisser en paix, s'installer, voire même dormir, alors que sur une grande place, près du Châtelet, on tolère avec bienveillance des jeunes qui ont certes bien le droit de s'exprimer, mais cette différence de traitement ne peut que laisser pantois. Oserais-je le dire, tout homme, croyant ou incroyant, est saisi de vertige devant ce que la fraternité signifie lorsqu'elle se présente comme un commandement, comme une loi divine et humaine à la fois. Et nous pouvons être tentés de la reléguer par paresse au registre des vœux pieux ou des idéaux inaccessibles, en restreignant le champ, en rétrécissant l'application. Tenez, par exemple, comme un vieux matamor de la politique française qui l'expliquait il y a près de 40 ans en disant ceci: « Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à un étranger. » Oui, il y a ce qui paraît raisonnable, pragmatique, mais force est de reconnaître que ce choix-là, loin de construire en nous ce corps spirituel que Paul définit comme notre corps immortel, l'étouffe dans l'épaisseur du corps charnel. Il y a cet autre possible, dans le « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés », dont Jésus dit à ses disciples que cette parole est la condition de toute vie chrétienne, et dont nous savons aussi que de manière surnaturelle, il nous est donné d'en approcher pour peu que nous le choisissions. Et c'est alors, si nous choisissons de vivre ce que le baptême nous commande de vivre,
que nous pourrons permettre que ces semences de vérité divine, dont notre société parfois, à son corps défendant, est ensemencée, puissent porter du fruit. Rimbaud écrivait « Je est un autre ». Il appartient bien aux chrétiens d'être non seulement artisans de cette réconciliation, mais de devenir ainsi, en République comme ailleurs, l'indéfectible témoin de cette possibilité. Je me souviens de ce qu'un ami américain me disait lorsqu'il me racontait que l'église Saint-Vincent de Paul, située à Manhattan, est dans l'histoire de cette ville le premier lieu où blancs et noirs se tenaient côte à côte pour prier ensemble. Je me souviens aussi de ce vieux béquet qui me racontait en pleurant au soir de sa vie que l'église était souvent pour lui le seul lieu où, en donnant la paix du Christ, il pouvait tendre la main à une main noire. Je me souviens aussi de ce que ce même homme me disait comme regret, que l'Église, qui servait de cadre à cette fraternité, ne lui ait pas plus tôt et plus sévèrement enjoint d'être plus frère pour son prochain. Je me souviens aussi d'un vieux couple de Croates dans Mostar en ruine lors de la guerre des Balkans. Ils avaient accueilli un voisin musulman qu'ils avaient protégé des milices de leur peuple, alors qu'ils avaient eux-mêmes appris quelques jours plus tôt que leur propre fils unique avait été tué par d'autres musulmans. Et je me souviens, entrant chez eux, de ne trouver ni croix, ni image de la Vierge, mais le portrait de Staline et celui de Tito. Je me souviens de cela et je me dis que la société doit rappeler à l'Église quelle est sa mission pour que l'Église puisse continuer à semer en elle ces graines de vie, cette fraternité. La société est en droit d'exiger que l'Église parle, mais aussi qu'elle incarne sa parole dans les actes et dans sa vie. Je vous remercie.